Pour de nombreuses associations, Linky va connaître toutes nos habitudes en temps réel. Par exemple, à quelle heure je consomme le plus d'électricité, donc à quelle heure je me trouve chez moi. Et on ne sait jamais, ERDF pourrait transmettre ces infos à d'autres entreprises, ou même peut-être aux autorités en cas d'enquête ou... Attendez, c'est un compteur qui mesure des courants électriques et qui ne sait pas reconnaître l'électron qui vient de la machine à laver, de la télévision, de votre fer à repasser ou autre. Oui. Ce n'est qu'un compteur. Oui. Et donc, nous, on n'a aucun intérêt à aller surveiller la vie des uns et des autres. Et puis là, vous avez une courbe qui vous permet de visualiser le démarrage ou l'arrêt de certaines installations. Alors là, on a un exemple, c'est on a un lave-vaisselle donc qui tourne, et puis un four qui, pour l'instant, fonctionne aussi. Attendez, c'est un compteur qui mesure des courants électriques et qui ne sait pas reconnaître l'électron qui vient de la machine à laver, de la télévision, de votre fer à repasser ou autre. Et puis là, vous avez une courbe qui vous permet de visualiser le démarrage ou l'arrêt de certaines installations. Alors là, on a un exemple, c'est on a un lave-vaisselle donc qui tourne, et puis un four qui, pour l'instant, fonctionne aussi. Ce ne sera pas répercuté sur la facture, c'est ERDF qui prend tout ça à sa charge. Hein, il n'y a pas d'impact. Même s'il y a un impact indirect, on est d'accord, hein, d'une certaine manière quand même, c'est le consommateur à la fin final du qui déploiement, quand on aura l'ensemble des bénéfices, eh bien là, il y aura à la fois les bénéfices sur la facture et puis le petit investissement qui aura été fait pour ces compteurs qui sera répercuté sur la facture. Bonsoir, la question fait débat depuis longtemps sans qu'aucune réponse formelle puisse être apportée. Il n'empêche, cette étude laisse perplexe. Des chercheurs de l'ULB ont exposé des fourmis à des ondes GSM. Très vite, les animaux sont non seulement désorientés, mais ils perdent de 50% de leur capacité, un résultat qui donne à réfléchir. Jimmy Méo et Kinerkan. L'expérience peut être réalisée très rapidement. Poser un téléphone portable au milieu d'une société de fourmis et déjà instantanément, les premiers effets sont visibles. Vous voyez que celle-ci n'a plus sa locomotion normale. C'est plus faire aller ses pattes, c'est parce qu'elle a été trop longtemps près des ondes. Ça, c'est une ataxie musculaire. Le premier système touché est le système nerveux. Mais le système nerveux, il dirige tout. Hein. Il dirige la locomotion, il dirige la perception des signaux émis par les autres, il dirige le comportement, etc. Donc tout est affecté. Les capacités d'apprentissage des fourmis exposées aux générateurs d'ondes sont affectées de 50% par rapport à la normale. Et même avec une période de récupération, elles ne retrouvent que 60% de leur capacité de mémorisation. J'ai éteint le générateur, elles ont récupéré un peu et ont pu apprendre, mais n'ont plus jamais réatteint leur niveau initial. Il en est de même pour 7 fourmis exposées aux ondes du GSM. Si on arrête tôt l'expérience, elle va récupérer. Si on continue, elle va mourir.
J'ai bien apprécié que la personne précédente ait souligné ce fait. Quand on sait en France, on ne fait pas. Et moi je dis, je crois que beaucoup de personnes dans ces instances censées nous protéger ne sont pas à l'écoute et ne voient pas comment interprètent ces nombreux scandales sanitaires français, comment la population les interprète. Si le principe de précaution avait été appliqué dans ces nombreux scandales, il y en a beaucoup que vous n'avez pas cités, mais nous les avons tous en mémoire, jamais ils n'auraient pris de telles proportions. Donc ça met vraiment en cause ces institutions puisqu'elles n'ont pas pris les mesures à temps. Il est très important, dès qu'il y a un doute, d'autres pays le font, pourquoi la France ne le fait pas? On a parlé du Mediator, la France a attendu plus que quiconque pour l'interdire. Donc c'est quand même gravissime. Je reviendrai, j'espère, cet après-midi sur un prochain scandale sanitaire, parce que là aussi, quand on sait depuis des années, grâce à des scientifiques indépendants et à des études sérieuses, qu'il y a un risque pour la population et qu'on ne fait rien, comment voulez-vous, dans ces conditions-là, qu'il n'y ait pas une crise de confiance? Je ne suis pas d'accord du tout avec la façon dont vous avez analysé cette crise de confiance, parce que pour moi, elle est bien réelle. Je tenais à vous le dire très sincèrement. Non, mais je le prends volontiers, mais je ne comprends pas pourquoi vous n'êtes pas d'accord et quelle analyse vous faites de la crise de confiance dans laquelle nous nous situons. Parce qu'on multiplie, la France est championne d'Europe toute catégorie en matière de scandales sanitaires. Mais c'est ce que j'ai dit. Oui, mais justement, pourquoi? C'est pas normal. Les citoyens se posent des questions. Oui. Il y a des scientifiques qui donnent l'alerte. Oui. C'est généralement des scientifiques dont on met de côté. On entretient des contre-expertises par des scientifiques avec des liens d'intérêt pour faire traîner, pour éviter qu'on prenne des mesures, pour faire gagner du temps. Oui. Je peux vous donner des exemples, j'en ai de multiples dans de nombreux dossiers. On retarde les mesures qui devront être prises, certainement un jour ou l'autre, et beaucoup le savent, pour gagner du temps pour l'économique. En fait, c'est l'économique toujours qui prime sur la santé de la population. Et ça, de plus en plus de citoyens en ont confiance et sont un petit peu révoltés de voir ça. Ils jouent le rôle de cobaye, on attend, il n'y a jamais assez de preuves. Quand des scientifiques rigoureux, consciencieux et indépendants donnent l'alerte, on ne les entend pas. Et ça, de plus en plus avec Internet, avec l'information, des citoyens s'en rendent compte et il ne faut pas être surpris lorsque ça remonte un peu jusqu'à vous, qu'il y ait véritablement une crise de confiance profonde. Oui, mais je ne comprends pas pourquoi vous n'êtes pas d'accord avec moi. Parce que, pour votre analyse de la crise de confiance, vous la mettez sur le compte du français, qui est ceci, un historique. C'est pas ça, c'est l'accumulation. 1, 2, 3, 4, 10, au 11e, au 12e. On est en plein dans une situation où on ne prend pas. Il y a d'autres pays qui prennent des mesures plus tôt que nous. Donc il y a quelque chose qui cloche. Oui, mais vous le constatez. Mais alors pourquoi ne fait-on rien? Il y a peut-être un problème, peut-être faudrait-il prendre des mesures pour que justement ça cesse. Mais je pense que c'est un problème compliqué, si vous voulez. Non, attendez, je suis un défenseur du principe de précaution, mais il y a des chocs de valeurs dans notre société. Bon, on peut oublier l'état de déshérence dans lequel est notre industrie et notre économie. On aura un pays qui sera hyper beau sur le plan de la précaution, mais dans lequel plus personne travaillera. Je ne peux pas ne pas être sensible. Si, madame. On ne peut pas. Non. Je veux dire, je pense aussi, puis je l'ai touché du doigt à plusieurs reprises, parce que derrière tout ça, on peut dire, je le dis évidemment, par conviction profonde, la santé comme objectif premier, mais pas comme seul objectif. Ça, c'est pas possible. Pas comme seul objectif. Il faut garantir, il faut maintenir de l'emploi, il faut maintenir de l'activité économique dans ce pays. Sinon, ce sera comme la photo de Sarkozy. Ce sera un pays hyper beau, hyper vide. Non, je suis désolé, on ne peut pas. Vous voyez, je pense qu'on ne rend pas service à la précaution avec un discours aussi. En faisant la seule valeur sociale qu'on doit défendre. Non. Ce n'est pas vrai. Non, c'est la mettre à sa juste place. Ce n'est pas un problème. Le chantage économique ou le chantage à l'emploi ou nos propres entreprises, il y a des pays qui ont une santé économique supérieure à la nôtre et qui ont beaucoup moins de scandales sanitaires. Donc ça, ce n'est pas un argument. Par exemple, on peut gérer mieux. Il y a des pays nordiques, il y a même l'Allemagne. Ils n'ont pas accumulé la quantité de scandales sanitaires qu'on a chez nous. Ça, c'est clair. Donc,
Oui, je suis d'accord. Donc, il y a quand même un problème. Les problèmes peuvent être gérés différemment, sans qu'on ne nous mette pas toujours en avant l'économie. On le sait, tout le monde, les citoyens ont du bon sens. Ils savent pertinemment que l'économie, c'est important aussi. Mais actuellement, la santé, elle est au plus bas. Elle passe toujours trop souvent après. Je crois qu'il y a un rééquilibrage nécessaire. C'est pas la mettre peut-être à la première place, mais c'est en tenir compte et ne pas toujours prendre les citoyens comme des cobayes, puisque il faut attendre des statistiques ou des choses très très graves, et peu importe ceux qui ont subi les conséquences, avant qu'on prenne des mesures. Ces mesures auraient été prises plus tôt, ça n'aurait pas mis en cause l'économie. J'en suis convaincue dans bien des cas. Oui, non, mais ça, je vous rejoins. Je passe la parole au CRIREM, puisqu'on parle effectivement... de mesures, oui. Voilà, des mesures. Bon, je ne vais pas revenir sur les problèmes de buzz, là, parce que je pense que c'est clos, mais n'empêche que... Enfin bref, s'il n'y avait pas ces désinformations, on ne serait pas dans cette problématique. Alors, Oui, mais c'est clair que... Bon, juste 30 secondes, mais ça, c'est pour la direction du RDF. Il faut arrêter de dire qu'on trouve des valeurs de 0,001 vol par mètre. La preuve, puisque la NFR mesure 1 vol par mètre, on en parlera tout à l'heure. Il faut arrêter aussi cette comparaison idiote que les directeurs d'agences régionales de santé ont remarqué. On nous dit le champ magnétique est donc un agent potentiel cancérigène de B. Et alors, on fait une comparaison avec des mélanges potentiellement cancérigènes comme le café et puis les légumes dans le vinaigre, et on dit, bah, vous voyez, le café et le vinaigre, c'est pareil, donc il n'y a pas de souci. Je regrette, quand il y a une classification de B, on est obligé de gérer les risques, même si on n'est pas d'accord sur la classification. Et cette comparaison entre le café et les légumes dans le vinaigre, et qui apparaissent dans des documents publics adressés aux ARH, je trouve, les gens s'en rendent compte. Bon, ensuite, on parle aussi du champ magnétique terrestre, qui est de l'ordre de 50 microtesla. Vous vous rendez compte? Si ce serait dangereux, on serait tous morts s'il y avait des problèmes. Attendez, le champ magnétique terrestre, c'est un champ statique, ça n'a rien à voir avec le 50 Hz. Et ça, on le retrouve dans des documents. Et ça énerve tout le monde. Et il faut arrêter ça, parce que ça... Bah, dans des documents qui sont distribués aux ARS, sur le long compteur Linky. Ah bah par ERDF, bien évidemment. Demandez au directeur d'ARS, il y a des documents. Alors, ils sont confidentiels, bien évidemment, mais les directeurs appellent le CRIREM pour leur demander un certain nombre de renseignements. De plus, on voit à la télévision des choses qui ne devraient pas exister sur FR3. Mesure un compteur Linky dans une chambre anéchoïde pour des hyperfréquences, comparé à des mesures sur un découpeur de jambon. Et on monte des micro-Tesla. Mais ça énerve tout le monde et ça renforce le buzz, sans compter les comparaisons avec le système pour griller le pain. Ça dessert complètement le système, alors qu'il n'y a pas lieu d'être.
Bon, je reviens sur les problèmes de mesure, et c'est pour ça que le CRIREM a envoyé une lettre ouverte pour demander que des mesures sérieuses soient faites. Pourquoi ? Parce qu'on avait déjà eu le problème avec les ampoules fluo-compactes, où à l'époque, on nous avait dit, l'AFCET nous avait dit, mais non, c'est 0,1 volt par mètre, c'est pas plus que ça. On a fait une réunion à l'ADEME, avec l'AFCET, avec les constructeurs de lampes fluo-compactes, avec le CSTB, et on a fait des mesures au contradictoire, avec un protocole choisi, avec des contradicteurs, et on s'est aperçu que c'est bien évident que même à 30 cm, on peut trouver, comme disait tout à l'heure la personne, 17 volts par mètre, sauf qu'à 30 cm, l'école polytechnique de Lausanne avait trouvé 400 volts par mètre, mais ça dépendait des ampoules et ça dépendait de la puissance des ampoules. Donc ça voulait dire que là aussi, eh bien, on a découvert un certain nombre de choses qui ont permis de mettre en place, si vous voulez, des systèmes de prévention. Et d'ailleurs, la société qui s'occupe de la prévention des consommateurs a fait un rapport là-dessus, c'est bien évident, et ça a permis de mettre en évidence qu'il y avait aussi des problèmes de mercure, et donc ça a permis de gérer les risques. Et donc ça, si vous voulez, c'est intéressant parce que c'était pluripartite, au contradictoire, et ça a débouché sur quelque chose qui a été concrétisé et avec des applications directes. Et la polémique est tombée. Je reviens sur les problèmes des mesures. Pourquoi on demande des mesures? Parce que là, j'entends tout à l'heure ce qu'a dit un des responsables de la NFR, on mesure des volts par mètre. Alors, je suis un peu désolé quand même parce que le 50 Hz, il y a deux sortes de fréquences. Il y a le 50 Hz et puis il y a des radiofréquences de l'ordre de 65 kHz. Alors, pour le 50 Hz, on mesure le champ d'induction magnétique en microtesla, le champ électrique qui n'est pas négligeable, et pour le 65 kHz, la radiofréquence qui va aller sur le CPL, on mesure le champ magnétique en milliampères et le champ électrique. Donc, résumer la mesure à 20 cm à 1 volt par mètre me semble extrêmement raccourci. Il faut, à mon sens, qu'on fasse ce même type de réunion avec l'ADEME, avec des scientifiques qui sont responsables et qui connaissent bien la technologie, et mettre au point un protocole sur lequel tout le monde est d'accord, et le faire par un laboratoire indépendant qui ne sera pas le CRIREM naturellement. Et il y a des mesures aussi à prendre sur le CPL, avec des pinces ampérométriques et des oscillos pour voir un petit peu qu'est-ce qui se passe, comment se présentent les signaux, etc. Et ainsi qu'au niveau du contracteur pour voir quelles sont les fréquences. Il y a des appareils spécifiques, on dit qu'il y a des appareils spécifiques, compliqués, le CRIREM les a, puisque quand on a fait les mesures dans le cadre du CPL, on avait des sondes qui descendaient à 30 kHz, et donc on a bien pu séparer ce qui était radiofréquence en kHz et le 50 Hz. Et ça nous a permis de mettre des périmètres de prévention en prenant compte tout le système. Alors, bien évidemment, si on compare à la valeur de 87 volts par mètre, qui, je rappelle, est une valeur pour éviter les effets aigus, et alors que, si vous voulez, dans la prévention des risques, on est dans effet à court terme, effet à long terme, sécurité et compatibilité électromagnétique, parce qu'en plus, ce qu'il faudra vérifier sur le fil du CPL, si les fréquences qui passent ne peuvent pas être perturbatrices d'appareils électriques et électroniques de la maison, ce qu'on appelle la compatibilité électromagnétique. Donc il faut... Et ce sont des mesures très spécifiques, très spéciales, sur lesquelles tout le monde doit être d'accord. D'accord, j'entends bien en fait qu'effectivement, Monsieur Lassus et Monsieur David, Monsieur Lassus, puisque vous avez été un peu mis en cause quand même. Très rapidement. Moi, disons, là, je suis vraiment désolé que vous ayez trouvé des documents avec 0,000001 volts par mètre. C'est qu'il doit y avoir une erreur de frappe, parce que moi, j'ai les mesures que j'ai en face de moi, ils sont à 0,1 volt par mètre. Mais au-delà de ça, je suis vraiment désolé. Et si... Voilà. Et là, vraiment. Mais par contre... Voilà, on ne peut que progresser. Vous savez, la vie, il faut être humble et tout. Il y a quand même quelque chose qui m'étonne, parce que vous avez l'air de dire, on l'a développé, on l'a déployé dans 35 000 foyers. Je pourrais quand même vous poser la question, c'est que
visiblement, on n'a pas fait d'études avant, c'est-à-dire qu'on a utilisé 35 000 foyers comme cobayes pour voir les résultats, parce que c'est quand même inquiétant. C'est-à-dire que moi, j'entends bien ce qui a été dit sur les études, les 2 fréquences, visiblement les unités sur les 65 kHz et l'autre fréquence, mais on aurait pu penser qu'avant de faire l'expérimentation, on se mette d'accord sur le protocole. Je me demande si c'est pas un peu... C'est bien de faire un protocole, mais voilà. Monsieur Sandrier. Il se trouve que la loi du 9 février 2015, dite loi Abeille, a intégré dans le corps du texte le mot électro-hypersensibilité, qu'un rapport doit être remis à l'ANSES sur ce sujet. Oui, merci Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs. Je suis l'avocat de Robin des Toits, de l'association Robin des Toits. Ce préambule est indispensable parce que la loi, votre loi, les décrets et avant tout cela les directives européennes n'imposent pas le Linky. Vous avez imposé les compteurs intelligents. Et c'est là où je ne suis pas d'accord avec la personne qui est à côté de moi tout à l'heure, parce qu'il disait que finalement la loi a porté le Linky. Non, la loi a porté le compteur intelligent. Le Linky est une forme de compteur intelligent. Il est presque 20 heures. Il me reste bien sûr à vous remercier, puisque cette table ronde a duré plusieurs heures. Merci pour la qualité des échanges. Je pense que nous avons tous, les uns les autres, et nous en particulier en tant que parlementaires, beaucoup appris. Merci beaucoup.
Friedman has a concern about the safety of smart meters, he does not have to have them. Is it PUC's decision that by allowing an opt-out, it can duck an obligation to consider the health or the trespass issues? Your Honor, all of these issues were before the Commission in the earlier proceedings. The Commission had a proceeding on this and but it didn't decide any of those issues. No, Your Honor, the Commission did not. The Commission, in fact, declined to do the analysis to make the decisions about health and safety. The remedy for all of the concerns in those proceedings was to offer an opt-out. How about the members of the public that are not opting out? Isn't it the Commission's responsibility to look out for their health and safety? And to make a judgment as to whether they're being unreasonably exposed to RF? Your Honor, nothing in the world can be made absolutely safe. So, are you admitting that they're not safe? Is it the PUC's position that these are safe enough? Your Honor, the public is free to have whatever concerns it would have. What the Commission is doing, as you present it, is saying it has declined to do the health and safety analysis. You're on your own. No, the Commission instructed the utility to, in its communication plan, to provide information to all of its customers about smart meters and links to the science that is out there. But Ms. McCollum, there's still all those people that have them. And for those people, you're saying that the state of affairs can be that the Commission can take no position on their safety. And leave it up to the utility?